Rina, il faisait 1,50 m. On aurait dit un ballon. Vous savez, un petit ballon gonflé. Il avait un regard terrifiant, pire que celui d'un animal féroce. Il devenait tout rouge lorsqu'il s'énervait. C'est comme ça qu'on savait qu'il était dangereux. En le regardant, on sentait qu'il incarnait le pouvoir. Son charisme mafieux était perceptible. C'était un vrai massacre. L'extermination de personnalités politiques notoires. Il a dit « Je te tuerai comme un chien ». Capo dei capi, ce n'est pas qu'une façon de parler. Salvatore Rina, aussi appelé Toto Rina, a joué un rôle principal au sein d'une guerre mafieuse allant de 1981 à 1983. Plus d'1 millier de morts ont été dénombrés en Sicile. C'était un ami très cher, mais à un moment donné, il a changé. Et j'ai dû faire de même. Son enfance a été marquée par un événement dramatique. Il n'avait que 13 ans lorsqu'une bombe américaine de la Seconde Guerre mondiale a explosé alors qu'il tentait de la désamorcer. Son père et son frère de 7 ans sont morts, tandis que son autre frère Gaetano et lui-même ont survécu. À ses 18 ans, Luciano Liggio le nomme membre officiel de Cosa Nostra. Immédiatement, il se distingue par une brutalité sans précédent. À l'âge de 19 ans, il tue l'un de ses collègues lors d'un combat à main nue pour lequel il a écopé de 12 ans de réclusion. Il a donc connu la vie carcérale à un âge précoce. Silencieux, regard rusé et visage de paysan, profondément cupide et capable de n'importe quoi pour arriver à ses fins, également prêt à tout pour se débarrasser d'un ennemi. Il a littéralement décapité chacune des institutions de Palerme. Rina souhaitait avoir le contrôle total sur les institutions, la culture, la société civile et j'en passe. Et pour y arriver, sa stratégie était de tuer. Il a donc organisé une série d'attentats. L'un des criminels les plus dangereux et les plus recherchés, le parrain des parrains, au sommet de la pyramide, est capable d'étendre son pouvoir dans le monde entier. Il est hors d'atteinte, très intelligent et diabolique. Chef des puissants Corleonesi, à la tête de la dite Cupola, l'organisation qui contrôle et dirige les affaires de Cosa Nostra. La démocratie de Cosa Nostra n'était qu'une façade, car en réalité, le chef de cette organisation criminelle était Toto Rina. À un moment donné, il a déclaré la guerre au gouvernement. C'était nouveau pour l'époque. Il disait « On doit faire la guerre pour obtenir la paix ». Selon lui, confronter le gouvernement en utilisant des bombes pourrait avoir un effet positif, non seulement pour Cosa Nostra, mais également pour toutes les mafias d'Italie. Pendant de nombreuses années, les enquêteurs n'avaient qu'une ancienne photographie. Son visage a récemment été vieilli dans un laboratoire du FBI. Nous ignorons encore si cette photo correspond à son nouveau visage. C'était l'homme le plus aimable du monde. Il était gentil avec moi et avec tout le monde. Il n'était pas vulgaire, il ne jurait pas. Quand il était en colère, il devenait tout rouge et c'est à ce moment qu'on savait qu'il devenait dangereux. En 1963, j'ai été accusé de vol, puis j'ai été emprisonné. Et j'ai été placé dans la cellule de Rina. Les gens risquaient 3 jours de prison s'ils venaient le voir. Le fait de partager la même cellule nous a beaucoup rapprochés. On jouait souvent aux échecs. Je battais tout le monde sauf Rina. Et lui perdait contre tous sauf moi. C'était très amusant. Je me moquais de lui gentiment.
Mais j'ai des bons souvenirs avec Rina. Je dois le reconnaître. Un jour, alors qu'on était en promenade, une espèce de brute a crié « Churidu » en direction de Rina, qui est devenue rouge écarlate. Et j'ai laissé passer 2 minutes et je lui ai dit « Hé, toi, viens voir, j'ai un truc à te dire. » Et je l'ai pris à part et sans qu'il s'y attende, je l'ai frappé à 2 reprises et lui ai donné un coup de tête. Les gardiens m'ont attrapé et mis en isolement pendant 12 jours. En sortant, l'attitude de Rina envers moi était complètement différente. Il m'a dit « Tu es mon ami et je suis ton ami. Je suis un atout majeur, tu verras. » Quand je suis sorti de prison, j'ai appris qu'il était aussi libéré. Donc je l'ai cherché. Et je suis devenu membre officiel suite au rituel appelé la punchuta, la piqûre. Ils piquent votre doigt pour obtenir 2 gouttes de sang et vous donnent une image sainte. Ensuite, ils y mettent le feu et vous devez vous assurer qu'elle se consume. Par la suite, vous devez répéter « Devant cette image sainte, je jure que ma chair brûlera si jamais je trahis Cosa Nostra. » Nous n'avions pas beaucoup d'informations sur Rina, que des vieux articles et des vieilles photos. Il était en cavale depuis 10 ans. On ne savait pas qu'il était marié et qu'il avait des enfants parce qu'il avait le bras long. Il pouvait assister à leur naissance sans être inquiété. Un matin, je suis allé le récupérer comme à l'accoutumée. Il semblait heureux et il m'a dit « Je dois te dire quelque chose. Tu seras le premier à être au courant. Je viens de me fiancer à une femme belle et intelligente. C'est la sœur de Calogero Bagarella, tu sais, Ninetta. » Et il a ajouté « Il fallait bien qu'elle trouve un compagnon. » Cette blague signifiait simplement qu'elle l'avait choisi, et ce malgré son physique. Son apparence ne comptait pas pour elle. Elle souhaitait quelqu'un d'important. Il n'a pas parlé d'amour. Je suppose que l'amour est venu par la suite, car ils ont eu 4 enfants. Ninetta Bagarella faisait partie de la famille. Elle savait qui était son mari et qui étaient ses frères. Elle connaissait absolument tout. Tout simplement parce qu'elle était impliquée. Son mari était ce qu'il était. Qu'est-ce qu'elle aurait pu y faire? Il ne s'intéressait pas aux autres femmes. Il n'avait que Ninetta Bagarella. Il ne voyait qu'elle. Il était le seul membre de la mafia à rester fidèle jusqu'au bout. Tous les autres avaient une maîtresse, mais pas lui. Une épouse garde les secrets de son mari. Par exemple, ça m'importait peu que ma femme me voie avec des vêtements ensanglantés ou avec une mallette pleine d'armes. Elle faisait celle qui ne voyait rien. Les femmes de mafieux sont comme ça. Le journal Il Venerdì della Repubblica m'avait mis sur un projet concernant la famille de Totorina. Je me suis donc rendue à Corleone. Je suis entrée dans une célèbre pâtisserie qui fait des gâteaux de fête. Je pensais y trouver les épouses de mafieux. Et je suis tombée sur Ninetta Bagarella, l'épouse de Rina et sa sœur. Une jeune fille s'est avancée vers moi et m'a demandé « Êtes-vous une artiste ?» J'ai dit oui, je suis photographe. Tout à coup, j'ai eu l'étrange sensation que tout le monde s'intéressait à elle. « Un café pour l'artiste », a-t-elle dit.
Vous savez qui je suis? Je n'en avais aucune idée. C'était une jolie fille. Elle m'a dit qu'elle était la fille de Totorina et qu'elle souhaitait me présenter à ses cousins et à sa sœur. Je lui ai dit, vu que tu as été honnête, je vais l'être aussi. Je veux te prendre en photo. Elle a accepté. 10 jours plus tard, elle m'a appelé en me disant « Mon père a adoré les photos. Il les a accrochées dans le salon. Il vous remercie et il est à votre service. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez l'appeler. » J'ai raccroché et je n'ai jamais rappelé. Elle m'a dit que son rêve était d'aller aux États-Unis, à New York, pour devenir artiste peintre. Mais elle ne pouvait pas à cause de son père. Un père pareil était un véritable frein. Je me suis mise à sa place et je me suis imaginée être la fille d'un homme comme lui. C'est une punition atroce. Qu'est-ce que vous héritez de ce genre de famille? Une mère qui passe sa vie sous silence et un père criminel. Où était sa place dans tout ça? C'était un père aimant. Ses enfants l'adoraient. Il parvenait toujours à justifier ses agissements. Pour eux, faire partie de la mafia était une bonne chose, parce que nous aidions les pauvres et les faibles. À cette époque, la mafia n'était pas cruelle, mais Rina a changé ça. Et avec lui, la mafia a mué. Il m'a dit que l'argent ne l'intéressait pas, parce qu'il avait d'autres idées. Les familles qui contrôlaient le trafic de drogue à Palerme possédaient un pouvoir économique d'environ 20 000 milliards de lire. Les familles de Corleone étaient très jalouses. À Palerme, les carabiniers, la police et les magistrats sont face à une situation des plus préoccupantes et perturbantes. Il ne fait aucun doute qu'une véritable guerre pour le contrôle du trafic de la drogue a explosé entre différents clans mafieux. Un mois s'est écoulé depuis l'assassinat des 2 parrains, Bontate et Inzerillo. Curieusement, Bontate Stefano ne dormait plus chez lui. Quand nous l'avons trouvé, il tenait un pistolet. Chose qu'un parrain de la mafia ne fait jamais. Salvatore Inzerillo a été tué à bord d'une voiture blindée. Or, la veille, un événement inédit a eu lieu. Pour la première fois à Palerme, une Kalachnikov a été utilisée pour tirer sur la vitrine d'une bijouterie. C'était l'œuvre de Rina. Il voulait vérifier si ces balles passeraient à travers une vitre blindée. Les habitants de Corleone occupaient la ville. Ils étaient habités par la haine. Ils se servaient de gens corrompus au sein de familles afin d'éliminer les parrains. Ce n'était jamais arrivé dans l'histoire de la mafia. Rina arrivait à persuader des membres de clans de tuer leurs propres frères, leurs filles, leurs oncles. En échange, il leur disait qu'ils deviendraient des chefs de la mafia. De cette façon, il trahissait d'autres parrains, y compris ceux qui lui étaient restés fidèles. Palerme est devenue la ville des attentats. Il y avait un homicide par jour, 300 homicides par an. Il faisait les gros titres des journaux. Le nombre de tués était inscrit en rouge. 101, 102, 103. Rina a inventé un rituel selon lequel des gens se feraient étrangler après avoir dîné. Il informait les personnes de son choix de la réunion et du dîner. Les convives savaient ce qui allait se passer. Les victimes étaient choisies au préalable, on les suivait avec une corde et c'était fini. Les Corleonesi avaient pris le pouvoir. Ils défiaient l'état de droit et attaquaient ceux qui n'allaient pas dans leur sens. Les vrais parrains étaient Rina et Provenzano. Ils étaient féroces, très féroces. Ils étaient capables des pires horreurs.
Je n'aime pas regarder mes livres et mes photos. Ça me fait souffrir. L'odeur du sang est si puissante et si désagréable, ça vous marque à vie. Nous étions en période de vacances à l'Épiphanie. Nous sommes arrivés après les tueurs, alors que des gens sortaient le blessé de la voiture. Nous nous sommes aperçus qu'il s'agissait du président de région, Piersanti Mattarella. Il est mort quelques minutes après l'arrivée de l'ambulance. Sur l'une des photos, on voyait un homme à lunettes qui le portait. Cette photo a fait la une des journaux pendant un moment, avant d'être complètement oubliée pendant 20 ans. Lorsque le nouveau président de la République d'Italie a été élu, cette photo a pris un nouveau sens. Notre président était ce jeune homme dont le frère avait été tué. Mes collègues photographes et moi avons été jetés en pâture à une ville assiégée. Rocco Chinichi, chef du bureau d'inspection et responsable de la lutte anti-mafia, a été tué. Ces images ressemblent plus à une attaque de guérilla urbaine qu'à une embuscade classique de la mafia. Une guerre a commencé. C'est un massacre qui a des allures d'attaque terroriste au Liban, dans lesquelles les voitures blindées et leurs escortes ne font aucune différence. La scène de crime était une véritable vision d'horreur. La presse titrait « Palerme est devenu Beyrouth ». C'était la première fois qu'un explosif était utilisé pour tuer un représentant politique. Mai 1992, la violence atteint son paroxysme. Une explosion détruit l'autoroute entre Palerme et Capaci. Riina a décidé de s'attaquer directement au gouvernement. La mafia n'était jamais allée aussi loin. 1 tonne d'explosifs. Les enquêteurs l'ont qualifié de puissance d'explosion surprenante et inimaginable pour détruire l'ennemi juré. Cet homme qui est devenu en quelques années seulement le symbole de la lutte anti-mafia. Les hommes du département d'investigation anti-mafia ont entendu une conversation sur ce que ces hommes appelaient la tentatuni, la grande attaque. Leur principal ennemi, Giovanni Falcone, venait de mourir. Falcone avait démontré que la mafia n'était pas invincible. Il avait rassemblé assez de preuves pour les traduire en justice et les faire condamner. Cette attaque contre le cœur même de l'État était une déclaration de guerre. C'était évident. Je suis né à Alto Fonte, un petit village situé près de Corleone, dans une famille mafieuse. J'étais un mafieux, ainsi que mon père, mon grand-père, mes oncles et même mon arrière-grand-père. Cette famille depuis le XVIIIe siècle. Notre quartier était San Giuseppe Giatto. On a toujours été très proche des Corleonesi. On était du côté de Riina. Et personne n'est jamais mort, seulement ceux qui n'étaient pas avec lui. On était assez nombreux. On s'est d'abord rendu sur les lieux afin de savoir comment on allait procéder. Comme on était nombreux, l'inspection fut très précise. On est allé à Capaci et Riina nous a dit « Ici, c'est parfait ». Et tout le monde fut d'accord. Il y avait un tunnel et Riina a dit « On va faire sauter ce tunnel ». Mais on devait vérifier que ça fonctionnerait. J'ai fait le test avec une voiture, une Lancia intégrale blanche. Je devais rouler à 160 km/h exactement, comme la voiture qui transportait la cible. Santino Di Matteo a dit avoir placé l'explosif sous l'autoroute dans un tunnel depuis l'aéroport de Palerme en utilisant un skateboard.
On plaçait 5 kilos de poudre sur un skateboard et on recommençait. Le skateboard circulait à travers une conduite d'eau qui permettait l'acheminement de l'eau d'un endroit à un autre. Il y avait environ 300 kilos de poudre en tout. Et ça a fonctionné. Je ne me suis jamais considérée comme la veuve Montinaro. Je suis Tina Montinaro, la femme d'Antonio. À seulement 24 ans, Antonio avait déjà pris de bonnes décisions dans sa vie. Fonder une famille et escorter Giovanni Falcone. Il disait « Je mets ma vie en danger pour sauver la sienne ». La veille de l'explosion, Antonio a appelé son collègue pour le remplacer. Parce que ça aurait été l'une des dernières fois où il aurait pu escorter M. Falcone, étant donné qu'il allait être transféré à Rome. Antonio voulait le récupérer lui-même. On était dans la cuisine et il a mis Gaetano, qui avait 4 ans et demi à l'époque, sur ses genoux et il lui a dit « Papa s'en va, il part avec M. Falcone ». Il savait déjà que ces voitures-là allaient récupérer Giovanni Falcone. Quelqu'un avait vendu la mèche. Il était conscient de ce qui pouvait se passer. Il me disait souvent, lorsque ça arrivera, tu devras me ramasser à la petite cuillère, chérie, parce qu'il ne restera plus rien de moi. La Fiat Croma marron qui transportait les 3 gardes du corps, Antonio Montinaro, Vito Schifani et Rocco Di Cillo, était la première à ouvrir la marche et la première à exploser. Elle a été propulsée à 200 mètres du sol jusqu'à atteindre la cime des arbres. Et en effet, il ne restait plus grand-chose de mon mari. Tout ce que j'ai pu reconnaître, c'était une main parce qu'il avait la mauvaise habitude de se ronger les ongles. Et aussi parce que ses doigts étaient croisés. Il croisait toujours les doigts lorsqu'il conduisait sur l'autoroute. Ils ont porté un toast en l'honneur de Totorina. Comme s'ils avaient fait quelque chose de bien. Mais pour moi, ce n'était pas bien. Pourquoi je devrais porter un toast pour ça? Totorina et les autres, ils ignorent ce que signifie le mot aimer. Les gens ne sont que des chiffres pour eux. Comment pouvez-vous aimer et vivre de cette façon? En entrant dans le tribunal, je me suis rendu compte qu'il était à côté de moi. Et c'était terrible. Je ne voulais pas le regarder. Je ne voulais pas lui donner cette satisfaction. Pour moi, à ce moment-là, il n'existait pas. Nous n'avions rien à nous dire. Il avait l'habitude de dire « fais-le quoi qu'il en coûte », peu importe qu'il s'agisse de femmes ou d'enfants. Rina a gâché la vie de tous ceux qui étaient autour de lui, tous sans exception. C'est un moment que je n'oublierai jamais. Santino Di Matteo a parlé de la Tentatoni. Ça a été extrêmement important. C'est indéniable. Et peu de temps après, Cosa Nostra a kidnappé le fils de Santino Di Matteo parce que celui-ci avait retourné sa veste en devenant un informateur. J'étais au département d'investigation anti-mafia quand les agents m'ont appris que Cosa Nostra avait capturé mon fils dans un centre équestre. Ils étaient habillés en policiers et lui ont dit qu'ils le ramèneraient auprès de moi. Ils ont kidnappé mon fils pour me faire taire, mais je ne l'ai pas fait. J'ai continué parce que je sais comment ça marche dans ce milieu. Quand on kidnappe quelqu'un, personne ne revient. Les enfants ne reviennent pas, et les femmes non plus. Tuez-les tous, même les enfants. Ce sont les mots de Rina. Oui, la cruauté de la mafia s'étend jusque-là. Un jeune garçon de 11 ans a été kidnappé, étranglé, puis brûlé à l'acide parce que son père les avait trahis.
On ne touche ni aux enfants, ni aux femmes. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là-dedans? C'est quel genre de mafia? Dites-le-moi. Ils l'ont tué pour donner une leçon à son père et à tous ceux qui auraient envie de les trahir. L'étrangler, ce n'était pas assez pour eux. Ils ont brûlé son corps à l'acide pour que personne ne puisse déposer une fleur ou dire une prière sur sa tombe. Ce sont des hommes d'honneur? Non, ce sont des monstres. Oui, il est mort. Il est mort en innocent. Mais toi et ta petite bande de voyous, vous y avez gagné quoi? Le combat de la destruction, c'est tout. Je ne le vois pas comme un mafieux, mais comme un terroriste. Peu de temps après tous ces attentats, nous avons commencé à vivre dans l'inquiétude, pour ne pas dire dans la peur constante. Tout le monde essayait, malgré tout, de garder la tête haute. On ne voulait pas qu'ils nous voient accablés et terrifiés. On ne pouvait pas s'apitoyer sur notre sort. Riina faisait ce qu'il voulait parce qu'il connaissait des personnes importantes dans tous les milieux. Parfois, c'était des gens qui lui avaient demandé une faveur. Il pouvait ainsi les faire chanter. Il avait en quelque sorte un pouvoir sur eux. C'est lorsqu'il a réalisé que ses amis étaient des traîtres et des assassins qu'il a eu peur de se faire tuer. Les meilleurs amis de Riina ont tous été tués sur ses ordres. Traquer un fantôme, c'est très difficile. Ce genre d'individu se déplace constamment. Plus personne ne le connaît et un cercle très fermé de fidèles le protège. Connaître sa position était assez compliqué. Lorsqu'on était en voiture, il me rappelait souvent de ne jamais dire où je me rendais et qui je croisais. Il me disait « Mutolo, une fois que tu me déposes, moi je bouge. Il pourrait y avoir quelqu'un qui en voudrait après moi. Il te kidnappera, te torturera pour que tu leur dises où je suis. Mais je serai déjà loin. » Nous sommes un groupe de prospection. C'est une section qui agit en milieu civil. Nous utilisons des tactiques de guérilla que nous appliquons en milieu urbain. Peu de personnes savaient que nous étions à Palerme pour tenter de capturer Riina. Ceux qui étaient au courant disaient en ricanant « Vous venez de Milan pour vous perdre à Palerme afin d'attraper Riina ? Bonne chance !» Il était le visage même de l'inaccessibilité, complètement hors de portée. Pour nous, Falcone était le symbole de la lutte anti-mafia. Il a été tué en mai et en juin, nous étions prêts. D'après nos recherches, nous savions que nos cibles étaient 3 personnes originaires de Palerme liées à la mafia. Le nom Sansone est alors apparu au cours de nos enquêtes. Les Sansone étaient des entrepreneurs et avaient une propriété à Via Bernini. Nous avons alors commencé à la surveiller en pensant qu'on finirait par trouver quelque chose, mais sans succès. Le commandant régional des carabiniers du Piémont m'a appelé. Un informateur du nom de Balduccio Di Maggio pouvait nous aider à mettre la main sur Riina. J'ai immédiatement organisé son transfert secret de Turin à Palerme. Les carabiniers étaient déjà sur la bonne voie, mais Di Maggio leur a donné la dernière pièce du puzzle. Di Maggio a avoué être le chauffeur de Riina. À l'époque, nous n'avions que quelques clichés de celui-ci, à partir desquels nous avons fait un portrait robot.
Personne ne savait à quoi il ressemblait. Nous avons placé ce qu'on appelle une baleine, un observateur près de la propriété de Via Bernini afin de suivre les allées et venues. Di Maggio a vu des jeunes à moto et a reconnu le fils de Toto Riina. Une voiture dans laquelle se trouvait une femme a quitté la propriété et il a dit « C'est Ninetta Bagarella ». Lorsque vous avez une famille et que vous êtes en cavale, votre femme reste à vos côtés. Le lendemain, nous nous sommes dispersés pour couvrir la zone et les issues de secours. À environ 8 heures, nous avons vu une Citroën. Et dès qu'elle est entrée dans la propriété, Di Maggio a dit « C'est Biondino ». Nous savions que Biondino Salvatore était le chef du quartier. 10 minutes plus tard, Biondino est descendu de la voiture avec un passager que Di Maggio identifia. C'était Riina. Nous les avons pris en filature et nous avons bloqué leur voiture. J'ai sorti Biondino pendant que Vincengo et Ultimo s'occupaient de Riina. Ça ne nous a pris que 10 minutes pour arriver au poste, mais j'ai eu l'impression que j'avais mis 5 ans. Les carabiniers m'ont emmené dans une salle où se trouvait Riina. Il se tenait sous le portrait du général Dalla Chiesa. On aurait dit un homme simple, un homme de la terre. En tout cas, c'était l'image qu'il essayait de renvoyer. Mais en le regardant de plus près, il avait quelque chose de très dérangeant. Je lui ai demandé s'il avait quelque chose à dire. Il a simplement répondu qu'il voulait être transféré en prison aussi vite que possible. Biondino, qui était à 20 mètres de lui, a commencé à s'agiter et à parler fort. Toto Riina s'est retourné et l'a regardé. Biondino a instantanément baissé les yeux, puis il s'est assis. Il n'a plus lâché un mot ce jour-là. On sentait le genre de pouvoir qui émanait de cet homme. En bon parrain qu'il était, Riina n'a jamais montré le moindre signe d'intolérance envers le système pénitentiaire. Il restait un parrain de la mafia en toutes circonstances. Quand il répondait aux avocats ou quand il répondait aux procureurs, il niait tout en bloc. Même la connaissance d'un quelconque groupe organisé appelé mafia ou Cosa Nostra. Non ho frequentato nessuna criminale Cosa Nostra e quindi non conosco. La domanda è se ne conosce l'esistente o se ne ha sentito parlare. No, non ho sentito parlare. Io, signor Presidente, sono un lavoratore. Non sono quello che si dice nei giornali, nelle televisioni. Aspetti un momento. J'ai rencontré personnellement Riina pour la première fois en 1995. Nous étions dans une aile réservée de la prison d'Ucciardone. Le juge a demandé à Riina s'il avait l'intention de répondre à nos questions ou s'il souhaitait utiliser son droit au silence. Il a répondu « J'utilise mon droit de garder le silence, mais je tiens à dire que cet informateur, Salvatore Cansemi, est méprisable. C'est un traître et un menteur. » Il s'est lancé dans un long discours à l'encontre de Cansemi et de tous les informateurs. En tant que jeune procureur, je lui ai dit « Si vous avez choisi d'utiliser votre droit,
Vous devez garder le silence. Sinon, vous serez à même de répondre à nos questions. À partir de là, il est resté silencieux. Mais il ne m'a jamais quitté des yeux. C'était quelqu'un qui savait montrer, ne serait-ce que par son regard et son expression corporelle, toute son aversion pour les institutions et ce qui les représentait à cet instant. Totorina n'a jamais oublié qu'à chaque fois qu'il s'exprimait, il devait montrer qu'il était le parrain de Cosa Nostra, surtout à ceux qui lui étaient proches. Il n'avait pas changé. Sa puissance criminelle ne s'était pas effacée, et son envie de diriger et d'attaquer ses ennemis non plus. Selon l'article 41 bis du régime pénitentiaire, un détenu a les mêmes besoins que tout un chacun. Parler et se confier à autrui. Et les enquêteurs ont alors enregistré ces conversations lorsqu'il était en promenade, en pensant qu'il parlerait avec plus de liberté. Et ça a été le cas. Dans ces conversations, il racontait des histoires dans lesquelles il était le protagoniste, en mettant en avant ses qualités criminelles. Il s'est vanté de l'explosion qui a tué le juge Chiniki en 1983. Et il a décrit la façon dont les morceaux du corps de ce dernier ont atteint le 3e étage de l'immeuble qu'il habitait à l'époque. Certaines personnes n'ont aucun respect pour la vie humaine et sont prêtes à tuer pour peu. Ces personnes génèrent de la peur. Cette force repose uniquement sur son mépris de l'existence humaine. Signorina, io sono il procuratore della Repubblica, il dottore Laghi, e noi siamo venuti oggi a sentirla. La première fois que je l'ai vu, il avait près de 80 ans. Il ressentait le besoin de dialoguer avec le gouvernement. Il espérait obtenir quelques avantages en prison. Sono vecchio, mi si manda da qualche montagna a gesta domiciliare, abbiatemi in considerazione delle mie sofferenze. Il avait encore l'esprit vif. C'était quelqu'un qui pouvait facilement résister à une lourde peine de prison. Il était sûr de lui, il s'habillait bien, il était impeccable, jamais négligé. Interroger Rina a été très émouvant pour moi. Il était responsable de la mort de personnes qui m'étaient proches. Je veux bien sûr parler de Giovanni Falcone. Cet homme a tenu ma fille dans ses bras. À chaque fois que je le regardais, de terribles images de corps mutilés me venaient à l'esprit. J'essayais de me contenir et de rester le procureur de la République qui ne se laissait pas influencer par les événements. Ce fut un moment très difficile pour moi. Il avait une personnalité impénétrable. C'est un fait. Parce qu'il n'y avait rien de sincère dans toutes ces déclarations. Elles étaient créées de toutes pièces.
Une seule fois, j'ai cru voir une once d'honnêteté en lui. Lorsqu'il a dit qu'il n'aurait jamais contacté, il a utilisé un mot sicilien, unciuto, ce qui signifie les hommes des services secrets. Se io avrebbe conosciuto a uno delle servizi segreti, non mi chiamerebbe Salvatore Zina. Perché? Ce lo spiega? Perché facesse parte a queste pentite, a queste signore, se io avessi conosciuto uno di questi o conosciuto uno di questi. Voilà ce qu'il m'a dit mot pour mot. Si j'avais rencontré ces unciuto, je n'aurais jamais été le parrain des parrains, ni même le sous-chef des sous-chefs de Cosa Nostra. Dovete sapere chi è Salvatore Zina. Salvatore Zina è escluso di tutti questi servizi perché non ce l'ha né nella testa né nella mente ed è fisico. Zina Salvatore da Corleone. Je lui ai dit, savez-vous que Vito Ciancimino a déclaré que vous aviez un revolver à la place du cerveau? Je m'attendais à ce qu'il le prenne comme une insulte, mais au contraire, il m'a dit avec un sourire suffisant, « Ah, elle est bien bonne celle-là ». Il le prenait comme un compliment. Il y a eu un moment de friction pendant l'interrogatoire. À un moment, j'ai cru qu'il allait m'attaquer, en me disant « Pourquoi vous me posez cette question? Ignorez-vous que vous ne devez pas me poser de questions sur Cosa Nostra ?» La prego di non mi fare questa domanda. Io se faccio parte a Cosa Nostra, o sono capo dei capi, o sottocapo dei sottocapi, io non sono tenuto a dirlo né a lei né a nessuno. En fait, pour la première fois et sans doute la dernière, il a agi en tant que chef de l'organisation. Il ne fallait pas se laisser berner par son apparence simpliste. Derrière ce petit personnage illettré, je n'ai décelé aucun signe de remords. C'était un traditionnaliste. Rina était l'emblème du conformisme de Cosa Nostra. Io sono un uomo che vivo per i fatti miei. Io sono Salvatore Zina da Corleone e vi faccio i cacciarati. Toto Riina est mort. Le parrain de la mafia est mort à 3h37 du matin à la prison de Parme. Il était dans le coma après 2 interventions chirurgicales. On s'attendait à la mort de Riina. Je pensais que ça aurait signé la fin d'une ère, d'une mauvaise période pour les institutions et pour le gouvernement italien. Riina avait sa propre stratégie. Premièrement, conquérir Cosa Nostra et ensuite attaquer l'État. Il souhaitait modifier le gouvernement italien de façon à ce que le pays soit régi par les narcos. Il voulait une Italie mafieuse qu'il pourrait contrôler en usant de dictature et de barbarie. Toto Riina a donné une véritable importance à Cosa Nostra, qui dépasse sa propre personne. Il n'était pas question d'argent, mais de pouvoir. Cosa Nostra n'est pas parti avec Riina. Ça ne s'arrêtera jamais. Il était perçu, et il le sera encore dans le futur, comme quelqu'un qui a agi non seulement dans son propre intérêt, mais aussi dans celui de Cosa Nostra, sans s'écarter de la tradition de la mafia. D'un point de vue criminel, il y a des chances que d'autres membres de la mafia l'imitent, car ils le considèrent comme un héros. On se souviendra de Riina comme de l'un des criminels les plus dangereux de l'histoire. L'histoire d'un pays du monde occidental.